cette semaine. Une jeune conductrice perd le contrôle de son véhicule à Saint-Ligory. Un sexagénaire de Saint-Côme arrêté pour infraction de nature sexuelle sur des fillettes. Et des entrepreneurs de Berthierville offrent une récompense pour retrouver la statue volée de Gilles Villeneuve. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 4 novembre 2024. Mercredi dernier, vers les 9 heures du matin, un accident s'est produit sur le rang du Camp Notre-Dame à Saint-Ligory. Une jeune conductrice dans la vingtaine, seule adulte à bord de son véhicule, a perdu la maîtrise de celui-ci, entraînant une sortie de route suivie de plusieurs tonneaux. La Sûreté du Québec a rapidement dépêché des enquêteurs sur les lieux pour déterminer les circonstances de l'accident. La conductrice a subi des blessures au visage et a été transportée à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. 2 jeunes enfants également présents dans le véhicule ont été pris en charge par les ambulanciers sur place. Ils ne présentent pas de blessures. La Sûreté du Québec poursuit son enquête pour mieux comprendre les raisons de la perte de contrôle du véhicule. Le 26 octobre dernier, des citoyens ont appelé le 911 concernant un véhicule qui klaxonnait, dont le conducteur semblait inconscient dans le stationnement d'un commerce de l'avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. Vers 19 h, les policiers de la SQ de la MRC de Dautré se sont rendus sur place. Le conducteur était intoxiqué. Il a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue et possession de stupéfiants. Le conducteur, un homme de 37 ans de Sorel-Tracy, a été conduit au poste de police où un agent évaluateur en reconnaissance de drogue lui a fait passer une série de tests. À la fin de l'intervention, le suspect a été libéré. Il pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure par voie de sommation. Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé la semaine dernière à l'arrestation de Claude Gilbert de Saint-Côme pour des infractions de nature sexuelle commises sur des fillettes et des adolescentes. Claude Gilbert, 60 ans, a comparu la semaine dernière au Palais de justice de Montréal pour agression sexuelle, contact sexuel, production de pornographie juvénile, entente ou arrangement dans le but de perpétrer une infraction sexuelle envers un enfant et obtention de services sexuels d'une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution. Il a été gardé détenu par la suite pour des procédures. Plusieurs de ces infractions ont été commises alors que ce citoyen canadien se trouvait au Cambodge lors d'un séjour de 3 mois. Il avait été arrêté le 1er février 2024 lorsque l'Agence des services frontaliers du Canada de l'aéroport de Montréal-Trudeau a procédé à son arrestation. Il était en possession de pornographie juvénile. Ce dernier avait initialement comparu pour des chefs d'accusation d'avoir accédé, possédé et distribué de la pornographie juvénile. Une analyse d'équipement informatique avait permis de découvrir au moins 5 victimes au Cambodge. À compter de cette semaine, et ce jusqu'au 29 novembre, des travaux pour la réfection d'un ponceau et pour la stabilisation d'un talus auront lieu sur la route 348 entre la route 131 et le chemin de la rivière l'Assomption à Saint-Félix-de-Valois. Du mercredi 6 au 29 novembre, cette portion de la route subira une fermeture complète. Un chemin de détour sera aménagé et passera par le chemin du Lac-Sud, le 2e rang, la route Barry, la rue principale, le boulevard Barrette, le chemin de Joliette et la route 131. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. On vous suggère de consulter le Québec 511 pour plus d'informations à propos de cette entrave. Pour la sécurité des usagers de la route, le respect de la signalisation en place est essentiel.
La statue de bronze du célèbre pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve, qui était érigée devant le musée dédié à sa mémoire à Berthierville, a été volée. Selon la direction du musée, bien, la statue grandeur nature a été dérobée dans la nuit de mercredi à jeudi de la semaine dernière. Sur des photos partagées par le musée, on peut voir qu'il ne reste que les pieds du pilote québécois sur le socle. La direction du musée demande au public de garder l'œil ouvert, puisqu'elle craint que les voleurs fassent fondre la statue pour ensuite la vendre pour le bronze. La statue a été réalisée en 1984 par le sculpteur Jules Lassalle, soit 2 ans après le décès du gagnant de 6 Grands Prix de Formule 1. Elle a passé une décennie dans un parc, toujours à Berthierville, avant d'être déplacée devant le musée en 1994. Réagissant au vol, eh bien, la ville de Berthierville a soutenu que le bronze de Villeneuve est bien plus qu'un simple monument, puisqu'il incarne le patrimoine et la mémoire de Berthierville. Des entrepreneurs de la région de Berthierville sont prêts à tout pour que la statue de Gilles Villeneuve puisse revenir à son musée. GM Paillé, Azimut POS ainsi que B&G Race Fuels Canada ont offert 12 000 $ pour que la statue soit retrouvée et réinstallée sur son socle. Alors, avis aux personnes concernées, il est possible de rapporter la statue sur le site de JM Paillé à Berthierville sur la rive nord ou encore sur le site de Saner sur la rive sud. Aucune question ne sera posée. L'important est de ramener Gilles à son musée, peut-on lire sur la publication Facebook. Selon le Journal de Montréal, eh bien, l'inventeur-entrepreneur Richard Harel, qui a possédé le relais Madrid, offre 20 000 $ à quiconque sera en mesure de fournir des informations qui pourraient mener à l'arrestation des malfaiteurs. L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit pour tenter de mettre la main au collet des malfaiteurs et de retrouver la statue qui a été volée. Rappelons que Gilles Villeneuve est reconnu pour son talent et sa passion. Il a pris part à 67 Grands Prix en Formule 1 de 1977 à 1982, remportant 6 courses au volant de sa Ferrari. Il a terminé 2e au championnat des pilotes en 1979. Malheureusement, il est décédé le 8 mai 82 à l'âge de 32 ans à la suite d'un accident survenu en piste lors des qualifications du Grand Prix de Belgique. Depuis mercredi de la semaine dernière, soit le 30 octobre, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont désormais acceptées au Québec pour une personne atteinte d'une maladie grave et incurable menant à l'inaptitude, comme l'Alzheimer. Cette personne peut donc faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir au Québec si tel est son souhait. Les dispositions législatives adoptées en juin 2023, qui sont entrées en vigueur depuis mercredi dernier, prévoit qu'une personne qui a reçu un diagnostic de maladie grave et incurable peut faire une demande d'aide médicale à mourir alors qu'elle est encore apte à consentir aux soins, en vue de la recevoir une fois qu'elle sera devenue inapte. Pour présenter une telle demande, la personne doit être, et je le répète encore une fois, apte à consentir aux soins, c'est-à-dire être en mesure de bien comprendre sa situation médicale et les informations données, de décider ce qui lui convient le mieux et de bien communiquer sa volonté. Cette demande doit être faite de manière libre, sans pression extérieure. Elle doit aussi être faite de manière éclairée, c'est-à-dire que la personne qui la formule sait, entre autres, ce que ce soin implique et qu'il existe d'autres soins possibles, explique le gouvernement du Québec sur son site Internet. Les demandes anticipées doivent respecter plusieurs critères qui étaient déjà en vigueur pour les demandes traditionnelles. La personne doit, entre autres, être majeure et être aux prises avec un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Elle doit aussi éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables, et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Une personne qui souhaite présenter une demande doit en parler à un professionnel de la santé. Les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées sont les seuls professionnels autorisés à prodiguer ce soin au Québec. Pour les demandes anticipées, il n'y a pas de temps déterminé entre la demande et l'administration de l'aide médicale à mourir. Il peut s'écouler des mois,
voire des années, entre la demande et le moment de recevoir le soin. Québec est allé de l'avant avec l'autorisation des demandes anticipées d'aide médicale à mourir sans attendre qu'Ottawa modifie son code criminel pour le permettre, ce qu'il n'a pas encore fait. Plus tôt cette semaine, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a confirmé que le gouvernement Trudeau ne lancera aucune action judiciaire pour contester la loi québécoise qui autorise les demandes anticipées. Il a rappelé qu'en vertu du code criminel, tel qu'il est rédigé actuellement, administrer l'aide médicale à mourir de manière anticipée n'est pas légal. Mais il a convenu que l'administration de la justice relève des provinces. Les procureurs du Québec ont justement eu pour directive de ne pas déposer de poursuites criminelles en lien avec un décès survenu dans le contexte de l'aide médicale à mourir si la preuve démontre que cela a été prodigué dans le respect de volontés exprimées de façon libre et éclairée. Les demandes d'aide alimentaire dans la région de la Naudière ont augmenté de 27,44 % en 3 ans. Moisson-la-Naudière a qualifié la tendance d'inquiétante en dévoilant son bilan fin 2024 ce lundi dernier. Selon l'organisme, une majorité d'organismes desservis sur son territoire a manqué de denrées au cours de l'année afin de répondre à la demande grandissante. Moisson-la-Naudière soutient que, bien que l'inflation se soit stabilisée, bien la pression exercée sur les familles par le coût de la vie demeure bien réelle. La coordonnatrice à la liaison et au supermarché de l'organisme, Mme Diane Nadeau, a dû observer un changement du visage de la pauvreté depuis une vingtaine d'années. Selon elle, ce sont maintenant des familles de la classe moyenne qui viennent chercher de l'aide, alors qu'autrefois, c'était surtout des personnes âgées, des familles à faible revenu ou des personnes qui étaient en attente de leur prestation de chômage. Eh bien, pour ceux et celles qui ont à se rendre à Montréal, eh bien, sachez qu'il y a des travaux importants de réparation sur le pont Charles de Gaulle, le pont qui relie Montréal à Terrebonne dans l'axe de l'autoroute 40 et qui traverse la rivière des Prairies. Ces travaux ont commencé dans la nuit du 5 novembre et ce pour une durée de 4 mois. Ils seront réalisés principalement dans la nuit et la fin de semaine afin de diminuer les conséquences sur la circulation. Toutefois, des entraves sont à prévoir. Du dimanche au jeudi, de 22h à 4h. Le vendredi, de 23h à 6h, ainsi que le dimanche, de 23h à 7h, bien, il y aura des fermetures de la direction est ou ouest, ainsi que différentes sorties et bretelles seront également fermées. Durant 4 fins de semaine, il y aura des travaux intensifs, soit du vendredi 21h30 au lundi 4h. Et durant ces périodes, bien, il y aura fermeture en direction est et ouest avec maintien de 2 voies ouvertes par direction, ainsi qu'une fermeture complète de la bretelle d'accès menant de la montée des Pionniers vers l'autoroute 40 en direction ouest. Les dates pour ça, ces fins de semaine, seront annoncées ultérieurement. Lors des fermetures complètes d'une direction, eh bien, les usagers de la route seront invités à emprunter les chemins de détour balisés à l'aide de signalisations temporaires passant par la route 138, soit la rue Notre-Dame, et le pont Jean-Baptiste Le Gardeur. La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier pendant les fermetures. Les travaux, encore une fois, pourront être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou à cause de contraintes opérationnelles. Pour marquer le 120e anniversaire de la fondation du diocèse de Joliette et de la cathédrale, eh bien, dimanche dernier avait lieu une célébration eucharistique toute spéciale en la veille de la fête de Saint-Charles-Borromée. De nombreux invités se sont joints à la fête, dont plusieurs ex-curés de la cathédrale, prêtres, diacres, membres de communautés religieuses, ainsi que des personnalités politiques. Monseigneur Louis Corriveau, évêque du diocèse de Joliette, en a profité pour honorer et pour remettre au père abbé André Barbeau la médaille du mérite diocésain. On regarde ensemble cette remise de médaille. Vous comprenez que je suis particulièrement honoré de prêter ma voix
pour vous transmettre ce communiqué, mais j'y mets évidemment toute mon affection et ma reconnaissance. Originaire de Montréal, il est né en 1950. Même si sa famille était peu pratiquante, il voit grandir en lui un désir de se donner radicalement à Dieu. Il recherche l'absolu. C'est ainsi qu'il entre au prieuré des Pères Trappistes de Mistassini comme stagiaire en 1976. Il y prononcera ses premiers vœux en 1982 après de longues études de philosophie et de théologie. Moine cistercien trappiste depuis 48 ans, il a été père abbé de l'abbaye Notre-Dame de l'Aigle-Belle en France, puis de l'abbaye d'Oka au Québec, devenue en 2008 l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha. Sa devise était « Les aimer pour qu'ils s'aiment ». Au diocèse de Joliette, il a été un proche collaborateur de 3 évêques et de toute la communauté diocésaine. C'est d'abord Monseigneur Gilles Lucier qui a eu le bonheur de l'accueillir en compagnie de ses frères avec notre communauté diocésaine le 28 février 2009 au cours d'une célébration toute spéciale tenue en la cathédrale de Joliette. Puis, Monseigneur Raymond Poisson et notre évêque actuel, Monseigneur Louis Corriveau, ont établi des liens importants et déterminants avec lui. Le 31 mars dernier, jour de Pâques, de la Résurrection, il a commencé une nouvelle étape dans sa vie alors qu'il prenait la décision de remettre sa charge pastorale et de prendre une retraite bien méritée. Il dira d'ailleurs « Je ne pouvais pas rêver d'un plus beau jour pour commencer quelque chose de nouveau. » Aujourd'hui, le diocèse de Joliette reconnaît ses nombreuses années au service de tout l'ordre cistercien trappiste, son soutien pastoral et son accueil fraternel pour notre diocèse, ses qualités intellectuelles et spirituelles mises au service de toute l'Église, son sourire contagieux, sa charité universelle. C'est pourquoi notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, remet aujourd'hui la médaille du mérite diocésain à don André Barbeau. À la sacristie, Monseigneur m'avait dit, c'est pas prévu que tu prennes la parole, mais quand on était père abbé pendant 25 ans, on est habitué d'avoir le dernier mot. Cher Monseigneur Louis, je vous suis reconnaissant à vous et à tous ceux et celles qui ont participé à l'attribution de cette médaille du mérite diocésain. Les mots de remerciement qui me viennent spontanément en tête, je veux les emprunter au titre que le pape François a donné à son encyclique sur le Sacré-Cœur. Dilexit nos. Il nous a aimés. Je dis bien « nous », parce qu'un père abbé est indissociable des frères qui l'ont élu. Et je mets le titre au féminin, car elle nous a aimés, l'Église de Joliette, en nous décernant cette médaille. Elle a aimé notre venue et notre présence dans le diocèse. Nous sommes désormais un tout petit reste de la présence cistercienne trappiste au Canada.
Nous sommes le dernier survivant des 6 monastères implantés il y a plus de 125 ans au pays. Nous ne sommes plus 178 moines comme à la fin des années 50. Nous sommes un tout petit reste aujourd'hui, mais une communauté monastique n'existe pas par son nombre. Elle existe non pas pour faire nombre, mais pour faire signe. Notre signe dans l'église de Joliette, dans la portion de notre peuple qui vit ici dans ce diocèse, c'est toujours pour nous, moines, et je dirais pour les moniales aussi, puisqu'elles suivent la même règle, en tout premier lieu, de devenir ensemble des êtres nouveaux à la suite du Christ venu faire toutes choses nouvelles. Pour être ce signe, pour être un levain fécond dans la pâte de notre vie diocésaine, pour être une lumière qui rayonne, pour être un sel qui ajoute de la saveur à ce qui se vit ici, nous cherchons ensemble à devenir une parabole de fraternité, de louange et d'amour, amour envers le Christ, envers Dieu, et amour les uns des autres. Et vous pouvez bien l'imaginer, c'est presque une mission impossible. C'est un défi qui ne peut pas dépendre uniquement de nos propres forces. Il relève avant tout de la paternité de Dieu qui nous rend fils et frères. C'est un don, par ailleurs, que nous pouvons demander. Aussi, tout en vous étant vraiment reconnaissant pour cette médaille, j'ai l'audace de vous demander encore une chose que vous pouvez nous donner au cours de cette même Eucharistie. Faites-nous donc l'aumône de votre prière pour que nous vivions pleinement notre vocation et notre mission dans notre Église et notre peuple. Merci beaucoup. Maintenant que l'Halloween est passé, on commence déjà à parler de Noël. Eh bien, c'est le cas du côté de Saint-Félix-de-Valois. Car à compter de ce lundi, les inscriptions pour le dépouillement de l'arbre de Noël sont commencées. Vous êtes donc invité à inscrire votre ou vos enfants de 12 ans et moins d'ici le 22 novembre à midi en remplissant le formulaire que vous retrouverez en ligne à partir du site Internet de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. La remise des cadeaux se fera par les vrais lutins du Père Noël le 6 décembre à 18h à la place de la Culture sur le pavis de l'église, qui, lui, s'éliminera jusqu'à 21h pour une soirée festive d'animation et de spectacle. On vous attend donc pour chanter et danser en plein air. On vous offrira chocolat chaud, café, soupe et vous pourrez même assister à un spectacle de Noël ainsi qu'un feu de joie. Et même le vrai Père Noël sera présent, car on nous a dit qu'il a trouvé du temps dans son horaire pour rencontrer les petits-enfants de la communauté. Et pour ce qui est de la guignolée, cette année, bien, ça aura lieu le 1er décembre de 9h à 15h, mais entre-temps, vous pouvez déposer vos dons en argent tout le mois de novembre jusqu'à la guignolée dans plusieurs commerces ainsi qu'à la mairie. Et pour faire la demande pour un panier de Noël, bien, vous pourrez le faire en remplissant un formulaire qui sera disponible soit en ligne et diffusé sur la page Facebook de la municipalité ou sur papier que vous retrouverez à la réception de la mairie à partir du 25 novembre et ce jusqu'au 29 novembre. Ça fait du bien des fois d'entendre de bonnes nouvelles. Et ce fut le cas pour Richard Plante, ce Lanaudois qui a reçu un appel d'un représentant de l'Auto-Québec pour lui annoncer qu'il était le gagnant du gros lot de 1 000 $ par jour et à vie. Monsieur Plante a décroché cette rente à vie grâce à un billet acheté en ligne sur l'autoquebec.com pour le tirage du 28 octobre. Il a célébré la remise de son lot lors d'un point de presse tenu le jour de l'Halloween au siège social de l'Auto-Québec. Et je suis persuadé qu'il n'a pas vraiment eu peur ce jour-là de recevoir son lot. Il a dit lors d'une entrevue qu'il joue régulièrement à la loterie Grande Vie en ligne à partir de son téléphone cellulaire et qu'il espérait un jour remporter la rente de 25 000 $ par année à vie. Mais il n'aurait jamais pensé qu'il gagnerait 1 000 $ par jour, et ce, à vie. Disons que ça fait grossir les projets, a-t-il lancé. Il est retraité depuis 2018 et compte bien encourager, disent bien, sa femme à devancer sa retraite.
Il prévoit également s'acheter une nouvelle voiture et, comme le prix des nouvelles voitures est rendu tellement élevé, bien, ce montant va sûrement l'aider à accomplir ce rêve. Selon Mme Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries du Québec, les Québécois ont connu un automne chanceux à la loterie. Plusieurs gros lots majeurs ont été remportés ici au Québec récemment. Et le gros lot de la Grande Vie a été remis au Québec à 3 reprises en 2024. Partie, les partisans des Loups ont eu droit encore une fois dimanche dernier à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Les Loups ont remporté le match 5-4 contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion, mais on peut dire qu'ils l'ont remporté par la peau des dents. En troisième période, les Hockey Experts menaient le match 4-3. Et à 30 secondes de la fin de cette dernière période, eh bien, les Loups ont marqué le but égalisateur. Et c'est en tir de barrage que les Loups ont gagné la partie 5-4 grâce au but compté par le numéro 7, Vincent Dessureau. Félicitations à nos Loups. Leur prochain match aura lieu le samedi 9 novembre à l'Arena du Centre sportif Pays d'en Haut contre les HCBC de Saint-Adèle. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Ne manquez pas cette semaine le reportage complet du gala Méritas de la Chambre de commerce Brandon. Et à compter de ce samedi 9 novembre à 20h, ne manquez surtout pas l'émission Une voix pour ta voix. Grand concours de chant que CTB a lancé pour fêter la fin de son 40e anniversaire. On y reçoit de très belles voix de partout au Québec. C'est vraiment à voir. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.